En 2025, on a des changements importants puisque on est resté pendant un certain temps sur le régime RNH et la période intercalaire qui permettait encore d'en bénéficier. Puis, on a vu apparaître en 2024 le nouveau régime qui a été appelé à tort RNH 2 et qui aujourd'hui en réalité s'appelle l'ITS avec une philosophie totalement différente. Et vous allez voir que ce régime peut avoir un grand intérêt, mais qu'il est fait pour des personnes totalement différentes en termes de gestion. Donc, il faut comprendre qu'on va avoir une analogie, on va regarder les caractéristiques du régime après, mais une analogie avec le régime RNH. Néanmoins, l'objectif est d'aller cibler des professionnels dans des secteurs de la recherche, l'innovation, les startups, les activités industrielles et services à haute valeur ajoutée. Ils vont bénéficier d'une exonération et surtout sur les revenus de sources étrangères et surtout d'une imposition forfaitaire de 20% sur une période de 10 ans. Le sujet, c'est que les contribuables qui sont éligibles vont bénéficier sur les régimes de sources étrangères d'exonération, alors notamment exonération sur les revenus de location ou de gain en capital, mais pas sur les pensions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on cherche surtout au Portugal à ne plus faire venir les retraités, mais à avoir des actifs et des actifs dans certains domaines d'activité. Alors, c'est un changement radical de politique. On voit, nous, effectivement, la population des personnes intéressées par ces mécanismes sont que des personnes en activité et qui commencent, on va dire, à partir de la trentaine, à se poser la question d'y aller. Parce que souvent, à côté de ça, on va avoir un mixte avec un régime sur la crypto qui est particulièrement intéressant au Portugal, puisqu'on va pouvoir, à partir d'une certaine période de détention, et si on n'en fait pas une activité professionnelle, avoir une exonération sur la crypto. Donc, le régime ITS, c'est pendant 10 ans, à condition de rester dans les activités qualifiées ou de répondre aux critères de résidence. On va avoir un sujet de taux d'imposition forfaitaire sur les revenus d'emploi et les revenus d'activité professionnelle qualifiés. Ça, c'est ce qu'on voyait déjà dans le régime RNH. Et puis, on a une exonération de 50% sur les revenus professionnels jusqu'à un plafond de 250 000 euros pour une période de 5 ans. Donc, va avoir deux mécanismes en un sur les 5 premières années, puis après, pendant 5 ans, le régime moins intéressant, mais qui ressemble au RNH avec le fameux 20%. On a également une exemption d'impôt sur la plupart des revenus de sources étrangères, sauf les pensions, comme je vous l'ai expliqué. Les critères d'éligibilité qu'on va voir, c'est devenir résident fiscal au Portugal, ce qui implique qu'on n'a pas été préalablement résident fiscal au Portugal au cours des 5 années précédentes. Alors je précise parce que j'ai pas mal de personnes d'origine portugaise. euh, Quand on parle de résidence fiscale, ça ne concerne pas la nationalité portugaise. Vous pouvez avoir la nationalité portugaise si vous n'avez jamais été résident fiscal portugais ou si vous n'avez pas été résident fiscal portugais au cours des 5 dernières années, vous pourrez bénéficier de ce régime. On distingue toujours la résidence de la nationalité. Et puis, il faut rentrer dans un certain nombre de secteurs de profession. Alors nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même des personnes qui partent pour créer des startups ou des filiales de leur start-up ou des sociétés mères, se posent donc des sujets comme qu'est-ce que je fais de ma structure française? Est-ce que je la filialise avec une holding portugaise? Donc on voit aujourd'hui vraiment des sujets de structuration qu'on ne voyait pas auparavant parce qu'on était
principalement sur des retraités avec des gros patrimoines, du moins sur mon cabinet, et des personnes qui allaient plutôt en fin d'activité au Portugal. Alors, pour être clair, ce mécanisme, il a tout de séduisant, sauf qu'il est quand même très très limité. Il est limité parce que le Portugal vient en concurrence avec pas mal d'autres pays européens ou non européens. Et si ce n'est la proximité du Portugal avec la France, un coût de vie, un niveau de vie, un coût de la vie moins élevé au Portugal qu'en France, on a quand même du mal à voir beaucoup de personnes partir au Portugal dans ce cadre-là. C'est-à-dire que lorsqu'on analyse la fiscalité de différentes destinations en Europe, le Portugal n'est pas la meilleure destination. Donc, on a un régime intéressant, mais avec une durée de vie limitée et avec quand même des critères sur les secteurs d'activité plutôt réduits. Parce que ce qu'il faut regarder aussi, c'est quelle est la fiscalité au Portugal. Alors, j'aime bien le répéter, mais on va le voir au vu de cette page que je viens de vous mettre à l'écran, c'est qu'au Portugal, la fiscalité normale, elle est comprise entre 14,5% et 48% d'impôts. Alors maintenant, vous pourriez vous dire, en France, on est à un maximum à 45, c'est pas beaucoup plus élevé. Sauf que les 48, on les atteint lorsqu'on a 84 000 euros de revenus par an, et qu'en France, il faut quasiment le double pour être à 45 et qu'on est uniquement à 41%. Il est vrai qu'en France, on a un impôt sur le revenu plutôt favorable. Le problème de la France n'est pas obligatoirement l'impôt sur le revenu, c'est ce qu'on rajoute dessus, la contribution sur les hauts revenus et tout le reste qui concerne la typologie des contributions sociales, contributions exceptionnelles qu'on vient de nous créer cette année, et donc qui posent des difficultés. Donc, on a attention au régime portugais après les 10 ans, et 10 ans ça passe vite, hein. Nous, on voit un certain nombre de clients qui ont fait le tour du cadran dans certaines destinations, et le passage entre la 10e et 11e année est souvent signe de départ du pays. Avant qu'Olivier intervienne, je vais juste parler des modalités de rattachement avec un certain nombre d'éléments. Euh, Quand vous partez, même si dans un couple, on a une personne qui va bénéficier véritablement du nouveau régime ITS, on peut avoir des incidences un peu différentes. Donc, il faut toujours se poser la question, est-ce que je pars définitivement au Portugal? Est-ce que je conserve des attaches en France? Si vous partez au Portugal, je dirais c'est le plus simple. En pratique, les personnes ont toujours des attaches en France. Soit on va avoir un conjoint qui va conserver une activité professionnelle en France, et ça signifie une fiscalité plutôt élevée, un patrimoine ou simplement je partage mon temps. Ce qu'on appelle le nomade digital notamment, qui parcourt un peu tous les pays. Donc pour pouvoir bien calculer les incidences, avant le départ, il faut quand même se poser la question de savoir qu'est-ce que je vais conserver comme revenu de source française. Si c'est vous qui bénéficiez du régime ITS, moi, je vais vous déconseiller de conserver en France une source de revenus comme du salaire. Vous avez tout intérêt à privilégier la rémunération au Portugal et jouer éventuellement sur du dividende de source française. Ben, les retraites publiques, on a bien vu qu'elles resteront imposables en France. Les retraites privées vont être imposables au Portugal avec le régime que l'on vient de voir, donc plutôt lourd. Les revenus fonciers ne restent imposables qu'en France, mais à un niveau plutôt élevé, puisque vous allez être à 20% d'imposition dès le premier euro, et vous passez à 30% quand vous dépassez les 28 000 euros de revenus imposables, donc pas de chiffre d'affaires ou pas de loyer, mais en termes de revenus.
les cessions de titres de sociétés françaises, on peut avoir des incidences et on a la crypto-monnaie dont on vient de parler rapidement. Puis on a l'imposition immobilière uniquement française. Donc, si vous conservez des biens en France, vous aurez l'IFI. Donc voilà, sur cette première partie, je te donne la parole. Je reprendrai notamment sur les sujets d'exit tax, les sujets un peu plus pointus et particuliers au regard d'un départ au Portugal. Ok, Je vais enlever le partage, puis on verra si à la fin il y a des questions sur cette partie-là. ok. Donc bonjour à tous. Rachel, est-ce qu'on voit mon écran? Oui, Ok. Super. Donc moi, je vais intervenir plutôt sur la partie organisation concrète de votre patrimoine. Je suis conseiller en gestion de patrimoine, conseiller en investissement basé à Paris. Donc moi, mon domaine, c'est vraiment l'organisation des enveloppes financières, la gestion des aspects financiers, établir des allocations et le choix des enveloppes. Donc, quand on part pour s'expatrier, souvent on se pose des questions de deux ordres. D'abord, qu'est-ce que je vais faire de mes biens immobiliers qui restent éventuellement en France? Et puis, qu'est-ce que je vais faire de mon épargne financière? Donc, sur les biens immobiliers, on peut soit les vendre, soit les garder comme pied-à-terre, soit les mettre en location. Donc, par rapport à ce qui a été dit précédemment, souvent, quand on s'expatrie, on essaie de couper au maximum les liens avec la France. Donc, souvent, il n'est pas conseillé d'y garder un pied-à-terre. Néanmoins, pour moi, la réflexion sur l'immobilier, elle peut être avant tout basée sur la rentabilité du bien. Souvent, on se rend compte que acquérir de l'immobilier à crédit avec l'effet de levier, c'est intéressant pour se constituer un patrimoine, mais une fois qu'on a cet immobilier, c'est souvent fortement fiscalisé avec des rendements qui peuvent être assez limités. Donc, on peut se poser la question de les arbitrer pour des placements plus financiers. Mais dans tous les cas, dans une problématique d'expatriation, il est peu conseillé de garder des biens en France, sachant qu'ils seront de toute façon fiscalisés en France. En ce qui concerne votre épargne financière, sur le principe, on peut tout conserver en France. Vous pouvez conserver l'ensemble de vos comptes courants, de vos livrets. Il n'y a que deux types de livrets, livret d'épargne populaire et livret de développement durable, qu'il est interdit de conserver. On peut conserver son PEA même si, il perd son efficacité parce que les plus-values réalisées à l'intérieur seront imposées au Portugal. Et on peut conserver ses contrats d'assurance vie. Maintenant, c'est pas parce qu'on peut les conserver qu'on doit les conserver. Souvent, encore une fois, on conseille de ne pas garder de patrimoine important dans le pays de départ. Et surtout, vous pouvez avoir des contraintes de gestion en tant qu'expatrié quand vous voulez faire des ventes, des retraits, des opérations. Il y a des contraintes qui sont un peu plus lourdes. Donc, il y a une enveloppe qu'on privilégie souvent dans le cas d'une expatriation, une enveloppe de placement qui est le contrat d'assurance vie de droit luxembourgeois. Excusez-moi. Donc, un contrat d'assurance vie, pour rappel, c'est simplement une enveloppe de placement au sein de laquelle l'argent qu'on place reste disponible à tout moment. Donc, il n'y a pas de blocage des sommes. On peut faire des versements complémentaires, des retraits. Et à l'intérieur de cette enveloppe, on peut placer son épargne sur toutes les classes d'actifs, donc en obligations, en actions, en private equity. On peut même y loger des titres vifs. On peut faire ce qu'on veut. Euh, Dans un contrat français, il y a un certain nombre de contraintes. D'abord, vous êtes contraint par une liste de supports d'investissement. C'est-à-dire que si vous ouvrez un contrat chez AXA France, au sein de ce contrat d'assurance vie, vous allez devoir choisir vos placements parmi une liste de choix qui est établie par l'assureur. Sur un contrat luxembourgeois, on ne va pas avoir ce type de contrainte, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Si vous vous expatriez et que vous gardez un contrat d'assurance vie en France ou des contrats de placement en France, à chaque fois que vous allez vouloir faire des retraits, euh, d'abord, il va y avoir un administratif beaucoup plus lourd sur vos demandes. Et ensuite, vous allez avoir des retenues à la source qui peuvent être, qui peuvent être un peu complexes. Par ailleurs, si vous gardez des contrats en France, vous êtes soumis aux aléas type loi Sapin 2 qui permet à l'État de bloquer les capitaux en cas de crise systémique. Si jamais il y avait une fiscalité supplémentaire qui était décidée sur l'épargne française, bah, vous pourriez y être soumis. Donc si on enlève son épargne de France pour la placer au Portugal, on échappe à tout ça.
Par ailleurs, les avantages du Luxembourg, c'est une sécurité beaucoup plus forte en cas de crise systémique. Quand on a un contrat auprès d'un assureur français, votre argent, en fait, il est logé dans les comptes de l'assureur, ce qui implique que si l'assureur fait faillite, bah, vous n'êtes pas sûr de récupérer votre argent. Vous êtes un créancier parmi d'autres et vous ne serez pas remboursé en premier. En premier, l'assureur va payer ses impôts, va payer ses salariés, va payer ses fournisseurs et seulement s'il reste quelque chose, vous allez récupérer de l'argent. Au Luxembourg, on est sur un système différent dans lequel votre argent n'est pas dans les comptes de l'assureur, mais votre argent est déposé dans une banque dépositaire qui est distincte. Donc, si l'assureur fait faillite, il y a un certain nombre de sécurités qui se mettent en œuvre pour que vous ne perdiez pas votre argent et vous êtes créancier prioritaire. Enfin, le contrat luxembourgeois, il a une neutralité fiscale, donc il n'a pas de fiscalité propre. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes résident fiscal français, eh bien il n'y a aucune différence d'un point de vue fiscal entre avoir un contrat français ou un contrat luxembourgeois. Si demain vous partez au Portugal, c'est la fiscalité du Portugal et uniquement la fiscalité du Portugal qui s'applique. Si ensuite vous décidez de partir en Italie, eh bien ce sera la fiscalité de l'Italie. Donc il n'y a pas de fiscalité propre au contrat, la fiscalité dépend de votre lieu de résidence. Un des avantages aussi d'avoir son argent dans un contrat d'assurance vie quand on part au Portugal, c'est pour les aspects successoraux. Au Portugal, il n'y a pas de droits de succession, ils sont très très faibles, ils sont quasiment inexistants en ligne directe et vraiment très très faibles en ligne indirecte. Mais c'est pas parce que vous allez devenir résident d'un pays dans lequel il n'y a pas de droit de succession que vos héritiers ne vont pas payer de droit de succession. Typiquement, si vous êtes au Portugal et que vos enfants sont en France, eh bien vos enfants seront taxés au droit de succession français sur l'ensemble du patrimoine qu'ils vont récupérer. Or, l'assurance vie en France permet de transmettre des sommes, encore aujourd'hui pour l'instant, tant que ça ne change pas, avec une fiscalité avantageuse, puisqu'on peut transmettre 152 000 euros par bénéficiaire avec zéro zéro fiscalité. Ensuite, on est taxé assez faiblement, beaucoup plus faiblement en tout cas qu'au barème classique des droits de succession. Donc l'enveloppe a un certain nombre d'avantages en termes de sécurité, en termes de gestion, en termes de décorrélation de votre patrimoine avec la France et en termes de transmission. Pourquoi on va privilégier l'assurance vie quand on part au Portugal, souvent en termes de placement? Parce que au Portugal également, l'enveloppe assurance vie a une fiscalité qui est très intéressante. Quand vous êtes résident fiscal portugais, si vous matérialisez des plus-values ou si vous touchez des dividendes hors régime de faveur, le taux d'imposition au Portugal, c'est 28%. Donc c'est quasiment similaire à la flat tax de 30%. Mais si on réalise des gains au sein d'une assurance vie quand le contrat a plus de 8 ans, on arrive à une imposition sur les gains qui est de 11,2%. Donc nettement inférieure aux 28% et aussi inférieure à ce qu'on connaît sur l'assurance vie en France. Et cette fiscalité de l'assurance vie, elle ne dépend pas du fait que vous soyez dans un régime RNH actuellement, ITS sur le nouveau, ou que vous ne soyez dans aucun régime fiscal de faveur. Donc, si vous voulez partir au Portugal, mais que vous n'êtes pas éligible au régime ITS, ou si vous arrivez à la fin des 10 ans du régime de faveur, l'assurance vie permet d'avoir une fiscalité favorable sur les gains, quel que soit son statut au Portugal. Cette fiscalité de faveur, je le répète, c'est sous certaines conditions qui sont que votre contrat d'assurance vie ait plus de 8 ans et que la majorité des sommes aient été versées pendant la première moitié de la durée de vie du contrat, on arrive à avoir une imposition sur les gains de 11,2% au lieu de 28% habituel. Donc pour prendre un exemple concret de l'impact que ça peut avoir, si vous avez un capital de 500 000 euros que vous placez en assurance vie aujourd'hui, que ce contrat il vous rapporte en moyenne 6% par an, ben dans 8 ans, vos 500 000 euros que vous avez placés, ils vaudront 795 000 euros. Sur votre contrat, il y aura 500 000 euros de capital qui ne sera jamais taxé et à peu près 300 000 euros de gain qui est taxable si vous faites un retrait. Donc, sur l'ensemble du contrat, le gain représente, la plus-value représente 37% de la valeur totale du contrat. Imaginons que vous ayez besoin d'un revenu complémentaire et que vous décidiez
dans 8 ans de retirer 10 000 € sur ce contrat. Sur ces 10 000 € que vous retirez, il y aura seulement 3 700 € de gains qui seraient taxables à un taux de 11%. Donc ça vous fait un impôt de 414 € à payer. Rapporté aux 10 000 € de revenus que vous faites, que vous retirez pour vivre ou pour une raison X ou Y, ça fait un frottement fiscal de l'ordre de 4%. Donc on est vraiment sur une fiscalité assez optimale dans le cadre d'une expatriation au Portugal et pour un résident fiscal portugais. Après, au-delà de l'avantage fiscal du contrat d'assurance vie, ce qui est, je le répète, ce qui est vraiment important dans un contrat luxembourgeois, c'est la flexibilité qu'on a dans la gestion. On peut faire des allocations vraiment sur mesure sur toutes les classes d'actifs, auprès de tous les gestionnaires qui existent, en fonction de vos objectifs, de vos horizons de placement. Est-ce que vous voulez une capitalisation, un développement de votre capital? Est-ce que vous avez besoin de revenus complémentaires? Et donc, on peut faire des choses adaptées pour répondre à vos besoins. Donc, voilà ce que je voulais dire sur ma partie. Je vais redonner la parole à Maître Benayoun. Merci. Alors, je vais remettre la fin de la présentation pour que ce soit bien clair. Hop, voilà. On a, donc là, on vient de voir tous les aspects financiers. Alors, j'ai toujours le même sujet. J'ai juste, voilà, là, ça doit être bon. Voilà. Donc, on revient maintenant sur les éléments patrimoniaux liés au départ de France. Premier sujet qu'on voit souvent, la résidence principale. Pourquoi? Parce que la première analyse que je fais lorsqu'on me consulte sur un départ de France est de savoir est-ce que la personne qui va avoir des biens en France, des biens au Portugal, un patrimoine, va vraiment être résidente fiscale portugaise au regard de la convention fiscale. Et donc, se posent notamment les deux sujets importants, le foyer d'habitation permanent et le centre des intérêts économiques, après dans un deuxième temps. Donc, on a souvent des ventes de résidences principales. Le Portugal faisant partie de l'Union, on a un régime particulier parce que vous allez pouvoir euh, vendre votre résidence principale même après votre départ de France en bénéficiant de l'exonération résidence principale. Pourquoi? Parce que au sein de l'Union, on ne doit pas avoir de problème de circulation et libre entrave des personnes. Et donc, qu'on aille vivre dans le sud de la France ou qu'on aille vivre au Portugal, on a le même régime fiscal qui s'applique. La seule chose qu'on va demander, c'est d'avoir un contrat de vente avec une agence immobilière et donc de mettre en vente avant votre départ et surtout de ne pas louer le bien pour ne pas perdre cet abattement résidence principale. Si maintenant vous conservez le bien et vous ne le vendez pas, on va voir qu'il va rentrer dans votre impôt sur la fortune immobilière avec une surtaxe de 30%, puisque ce sera plus votre résidence principale. Une taxe d'habitation si vous êtes dans les grandes agglomérations françaises qui risque de bondir avec des montants simplement hallucinants, puisque vous voyez que la taxe d'habitation sur une résidence principale, on ne la paye plus, mais sur une résidence secondaire, dans une grande métropole, on la paye. À titre d'exemple, grosso modo, un 70 mètres carrés à Paris coûte 3 000 € de taxe d'habitation, indépendamment de la taxe foncière, donc ça a quand même un coût. Et le jour où vous allez vouloir la revendre, vous serez en régime de plus-value classique en fonction de la durée de détention. Néanmoins, et on le voit beaucoup au Portugal en ce moment, comme on a des personnes beaucoup plus jeunes qui partent et souvent avec des structures françaises, on va avoir un sujet d'exit tax. Exit tax, c'est quoi? C'est la taxe de sortie qu'on ne vous demande pas de payer, mais qu'on vous demande de déclarer pour pouvoir éventuellement la payer en fonction des années de détention. Alors, je m'explique. L'exit tax doit être déclaré
dans vos déclarations des revenus de l'année de départ de France. Donc, vous partez au Portugal en 2025, votre exit tax devra être fait en mai 2026 avec votre déclaration des revenus de 2025. Vous êtes redevable et concerné par l'exit tax si vous détenez des sociétés à l'IS, des participations. Alors, premier cas, votre participation a une valeur supérieure à 800 000 euros dans des sociétés à l'IS. Donc là, vous êtes redevable. Deuxième possibilité, vous détenez 50% ou plus du bénéfice d'une société, c'est-à-dire de la participation dans cette société. Et donc, si vous avez une holding, vous êtes à 90 ou 100%, vous pourrez être concerné par l'exit tax. Quand on parle de ça, on parle bien évidemment du foyer fiscal. Donc, si vous avez 30% et votre épouse a 20% au départ, on considère que vous avez bien 50% et vous rentrez dans l'exit tax. Alors, c'est un mécanisme assez complexe avec plein d'exceptions. Et juste ce qu'on va retenir, c'est que dans le projet de loi de finances en 2025, mais il n'est pas passé, il était prévu que l'exit tax serait porté à 15 ans. Il reste aujourd'hui à 2 ans ou 5 ans en fonction de votre patrimoine. C'est 2 300 000 et quelques mille euros de mémoire. Et donc, si votre participation dépasse cette barre, l'exit tax aura une durée de vie de 5 ans, sinon une durée de vie de 2 ans. Donc, attention, c'est un élément important. Si vous ne faites pas cette déclaration, les sommes pourraient être immédiatement exigibles. Dernier point, tout ne s'arrête pas au jour de votre départ de France. Donc, il faut informer l'administration fiscale de votre départ, gérer votre prélèvement à la source pour les retraités, mais pas que pour les retraités, hein. On a vu qu'une retraite privée serait totalement imposable au Portugal. Sauf que votre organisme de retraite, lui, il va continuer à prélever. Donc, il va falloir le circulariser, mais à peu près 5 à 6 mois à arrêter. Donc, si vous ne voulez pas éviter de payer en France et au Portugal, il faut les prévenir. Mais au même titre, vous êtes TNS. TNS, ça veut dire souvent gérant majoritaire, c'est ce qu'on retrouve dans pas mal de holdings. Et puis, vous partez vivre et lancer une activité ou une filiale au Portugal, vous allez arrêter votre rémunération française, mais le TNS, il est prélevé tous les mois sur votre compte bancaire. Donc, il faut aussi agir sur votre prélèvement à la source pour le faire stopper. Et dernier point, n'oubliez pas que vous avez un système de double déclaration d'impôt l'année de départ de France. Donc, si je prends mon exemple, tout à l'heure, vous partez en 2025, on va dire que vous partez au 1er avril, vous aurez une déclaration 2042 classique du 1er janvier au 1er avril avec vos revenus mondiaux français, c'est-à-dire de sources françaises, mais éventuellement d'autres sources, avec la déclaration de vos comptes bancaires à l'étranger, vos contrats d'assurance vie à l'étranger et l'ensemble de vos déductions et réductions d'impôts. Sur la deuxième déclaration qui s'appellera une 2042 NR comme non résident, vous allez là faire un peu votre marché et ne déclarer au prorata temporis, donc sur la période, que les revenus de source française. Vous n'êtes plus obligé de déclarer vos comptes à l'étranger et vous n'avez plus le droit, sauf exception, mais on va partir du principe, vous n'avez plus le droit de bénéficier de déduction ou de réduction d'impôts. Et c'est cette déclaration qui vous permettra de voir votre dossier transféré au centre des non-résidents.